OTEP à tous les Africains et nous disons bravo à l'Afrique qui se réveille. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de l'Afrique, mais une situation qui pourrait impacter directement l'Afrique. De quoi est-ce qu'il est question? Il est question du coup d'État en Russie. Oui, coup d'État en Russie. Il faudrait bien que nos abonnés soient bien informés de ce qui se passe en Russie et dans le monde, parce que ça a une implication directe sur l'Afrique, même si nous parlons positivement de l'Afrique. Donc aujourd'hui, nous allons parler du coup d'État dont on parle tant, dont les médias occidentaux se gavent et disent coup d'État en Russie ou rébellion. Nous allons vous apporter nos explications sur ce qui se passe réellement en Russie. Qu'est-ce qui se passe réellement? Nous allons faire l'analyse du pour et du contre. Donc, si vous voulez comprendre ce qui se passe réellement en Russie, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Mettez-nous déjà des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et puis pour ne pas rater les prochaines analyses parce que nous allons revenir sur l'analyse de la géostratégie de la Russie en Afrique. C'est important parce que nous faisons ces liens toujours en rapport avec l'Afrique. Oui. Donc, si vous êtes chaud déjà, si vous êtes prêt, nous pouvons, et que vous avez fait déjà ce qu'on vous a dit tout à l'heure, nous mettre des pouces, vous abonner et cliquer sur la cloche de notification si c'est la première fois que vous... Et si c'est la première fois que vous me rencontrez, moi, je me fais appeler Bastien. Je suis un docteur en géographie, donc, et toutes les déclinaisons qui ont trait à la géographie, géopolitique, géostratégie, géocécie, cela. Donc, de ce pas, nous commençons. Cette semaine, il y a quelques jours, on parle d'un coup d'État en Russie. Oui, un coup d'État. Est-ce que le coup d'État est vrai? Est-ce qu'il est faux? Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Où se trouve donc le président russe Poutine? Et qu'est-ce qu'il en fait? Bon, la situation pour l'heure actuelle, il y a un statu quo. Le président russe est encore en place et il a fait un discours appelant ceux qui ont organisé une certaine mutinerie, une certaine rébellion comme des traîtres. Donc il a fait un discours et c'était sur un ton vraiment grave. Est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux ou pas? Ce où nous entrons maintenant dans une analyse de ce qui s'est passé. Euh, c'est l'armée russe, une partie de l'armée russe qui s'est rebelle. Et l'armée russe, sa structuration n'est pas comme les autres armées du monde. Elle comprend beaucoup de paramilitaires, beaucoup de petits groupes armés. Et pour nous qui sommes à l'international, le groupe le plus connu, c'est le groupe qui a effectivement cours en Afrique et dont on parle tant. Dans le groupe dirigé par Prigojine, dont on parle tant. Donc c'est une milice privée qui commet des exactions, qui fait ceci. Et cette milice est également très active en Ukraine. Donc, c'est ce groupe qui se serait rebellé. Et il faut remonter un peu le cours de l'histoire. J'aime toujours bien replacer le contexte pour dire, remontons un peu le cours de l'histoire pour voir ce qui s'est passé. Il y a 2 semaines environ, il y a 2 à 3 semaines environ, j'ai vu pour la première fois les photos de Prigojine, le groupe paramilitaire Wagner, qui était en Russie après la chute de Bakhmut. Il a fait une sortie. Il a dit qu'il donne un avertissement aux gradés de l'armée russe ayant des gros ventres. Il a repris ça, ayant des gros ventres qui s'assiedent dans les bureaux et qu'il ne faut dire qu'ils prennent des décisions qui ne sont pas en accord avec ce qu'on vit sur le terrain. Il a dit, s'en prenant donc aux officiers russes qui s'assiedent dans les bureaux avec les gros ventres. Il a répété le mot gros ventre à plusieurs reprises. J'ai compris, mais qu'est-ce que cela voulait dire? Mais jusqu'à la fin de son discours, il ne s'était jamais en pris au président de la République. Voilà. Et maintenant, Bakhmut était tombé et il était question de passer à autre chose. Et pendant que Bakhmut tombe et qu'on se prépare, on a compris de l'autre côté dire que il fallait qu'on procède à la grande offensive. Mais cette grande offensive venait au moment où la Russie avait prédit, quelques mois plus tôt, plus de 6 mois plus tôt, que toutes les armes qui allaient aller de ce côté allaient être brûlées. Et on a commencé par nous vanter que toutes les armes occidentales qu'on doit envoyer de ce côté seront les armes de dernière génération. Ce sont des armes qui seront plus renforcées. On a parlé des chars léopards, des chars tactiques, des chars ici, et puis des armes tactiques sur le terrain, et même des munitions qui étaient capables de faire ceci, de faire cela. Mais une fois que ça arrivé sur le terrain et qu'on les a positionnés, l'armée russe les a brûlées les unes après les autres. Et la vidéo a bien circulé quand les autres prétendaient déjà, quand le pays en question prétendait déjà lancer ce qu'ils ont appelé la grande offensive. Et la Russie était prête et les suivait à l'œil. Il les a tirées les unes après les autres. Mais ils n'ont pas confirmé. Mais la Russie a fait sortir ces vidéos-là et on a vu comment tout cela a été brûlé les unes après les autres. Les chars allemands, les chars polonais, les chars ici, les chars là, tout cela a été brûlé. Bon, maintenant, avec la réaction de Prigojine,
le chef du groupe paramilitaire Wagner, qui s'est plaint que ces hommes ont été attaqués sur le terrain ou que certains bases ont été attaqués. Nous faisons donc un lien pour dire que militairement, si cela est le cas, c'est parce que on a attaqué dans des chars, on a attaqué des cibles, des lance-roquettes, des bases, des rampes de lancement, de tout cela, et on a donc atteint certains missiles, on a donc atteint certains, certains éléments de l'artillerie, certains éléments, certaines bases de l'armée, certaines bases du groupe Wagner. Et c'est pour cela que le chef donc s'est rébellé. Donc il commet ça, il prend ça comme un crime. Comment est-ce que les officiers militaires russes n'ont pas pu distinguer ou n'ont pas pu bien se positionner pour pouvoir attaquer ces musées et attaquer les leurs. Donc c'est là où ils se rebellent et s'énervent. Et donc nous comprenons que la rébellion en question, ou qu'on peut parler d'un coup d'État déjà en, en Russie, c'est vrai, donc se fondant sur le point de vue occidental tel qu'il rapporte, mais ce n'était qu'une rébellion au sein de l'armée, ça n'avait pas encore porté jusqu'à la capitale. Les institutions de la capitale se portent encore bien et le président a fait une sortie. Ils ont dit qu'ils entamaient une marche pour aller vers Moscou, pour aller déposer des doléances pour voir comment renverser la situation. Donc, quelques jours après, je n'ai pas fait la sortie, j'ai aussi fait des recoupements d'informations. Voilà qu'on nous annonce ce dimanche que le Prigojine a demandé qu'on arrête la marche sur Moscou et a demandé à ses unités de retrouver leur principale base. Donc voilà la situation qui se pose. Donc d'un coup de côté, si on dit qu'il y a un coup d'État, effectivement il n'y a pas eu coup d'État, puisque s'il y avait un coup d'État, ils auraient continué leur marche, ils n'ont pas fait leur marche. Donc quel est ce jeu dont les Russes jouent? Donc il faut bien comprendre que la façon dont les Russes font les choses n'est pas la même chose. Ils nous ont habitués à ce qu'on pourrait appeler un théâtre sur les opérations. Ils vous disent une chose et vous croyez qu'ils sont là sérieux, mais c'est pour attaquer ailleurs. Ce n'est pas dans le sens de la théâtralisation qu'on fait en Europe où on dit carrément le mensonge, non. Ils vous disent qu'ils ont quitté une zone, dans le pays où ils sont en guerre, ils ont quitté une zone, on pense qu'ils ont capitulé, mais c'est pour aller occuper une autre et de force et laisser la population revenir. Donc vous comprenez, suivant l'analyse occidentale, on peut appeler ça une capitulation, mais du point de vue de la Russie, c'était un repositionnement tactique. Ben, est-ce que si peut-être le coup d'État a avorté, si on prend ça du point de vue occidental, or on a annoncé un coup d'État et que le coup d'État a avorté, cela voudrait dire que la Russie a organisé une certaine théâtralisation. Où est-ce qu'ils s'en vont? La grande offensive dont on a parlé du côté adverse a échoué carrément, ça n'a plus, puisqu'on a brûlé tout ce qu'ils avaient à faire. Mais est-ce que la Russie va donc passer là à une autre phase? Il faudrait s'attendre à des retombées des prochains jours. Donc peut-être ils ont organisé ça au Prigojine, tel qu'il a quand même une certaine liberté d'esprit, puisque une certaine marge de manœuvre, même au sein du territoire où ce n'est pas seulement à l'étranger, il a une certaine marge, puisqu'il sort et critique ouvertement, il fait des mouvements, traverse des frontières, bouge, fait des marches. Il a dit qu'il a fait des marches de plus de 200 km, il n'a rencontré aucune résistance et il dit bien, il ne souhaiterait pas que le sang des Russes se verse pour rien. C'est pour ça qu'il a arrêté sa marche, qu'il est revenu, que chacun retourne dans sa base. Donc, attendons-nous les jours à venir à un certain changement de situation. Parce que les Russes nous ont habitués à ça. Ils disent une chose, ils disent le contraire. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Et puis voilà. Ça, c'est une analyse du point de vue occidental. Mais ça fait partie également de leur stratégie. Donc, si vous avez bien compris cette démarche, parce que cela aura des implications sur la géostratégie de la Russie en Afrique, nous allons en reparler. Parce que même sur des médias français, il y a des généraux qui ont dit, ils lançaient un appel déjà aux Africains pour leur dire que ces mercenaires vont en guerre, vont vers ceux qui payent le mieux. Est-ce que les Occidentaux ont eu assez de moyens matériels pour aller payer de l'argent à Prigojine pour le retourner contre son propre peuple? Nous pensons qu'ils n'ont pas assez de moyens pour le faire. Les Africains, nous avons assez de moyens. Nous leur payons en or, nous leur payons avec nos matières premières que les Européens n'ont pas déjà. Donc, avec quoi est-ce que les Européens peuvent le payer jusqu'à ce qu'il se retourne contre son propre peuple, puisqu'il la marge de manœuvre qu'il a dans son pays, il ne peut pas l'avoir du côté occidental, quel pourrait être l'enjeu. Mais comme nous disions tantôt, ce n'est pas la première fois que les Occidentaux parlent d'un coup d'État. En 1991, il y avait déjà eu un coup d'État. Celui qui a organisé le dépassement de l'Union soviétique, qu'on appelait à l'époque Mikhail Gorbatchev, il a connu un coup d'État, il a pris ses retraites sur la Crimée, et puis arrivé là-bas, on a déposé, Boris Eltsine l'a déposé, donc ce n'est pas la première fois. Mais ne nous trouvons pas trop dans l'histoire pour ne pas égarer nos abonnés.
restons dans le coup, ce n'est pas la première fois que les Occidentaux tirent les ficelles. Ben, cette fois-ci, la machine est bien huilée et ça ne pourra pas aller plus loin. Donc, si vous avez compris le pour et le contre de l'analyse de soi-disant coup d'État en Russie, mettez-nous des pouces. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Cliquez sur la cloche de notification. Nous vous avons donné de plein feu sur l'actualité. Et dans une prochaine vidéo, nous allons faire une analyse de la géostratégie de la Russie en Afrique. Quel peut être l'impact de cette rébellion au sein de l'armée et comment est-ce que le Mali, le Burkina Faso, la République centrafricaine ou le groupe militaire, paramilitaire Wagner est bien installé, est-ce que cela peut avoir un impact sur ces pays qui ont déjà signé des accords avec eux et en général à toute l'Afrique et à tous les pays qui ont des coopérations militaires avec l'Afrique. Nous allons voir ça dans une prochaine vidéo. Donc, n'oubliez pas de nous mettre de nombreux pouces. C'est le prix à payer pour cette vidéo. Abonnez-vous, cliquez sur la notification et vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.